Bienvenue, merci de participer à notre atelier concernant le lawfare intitulé « Armes judiciaires de l'autoritarisme libéral ». On doit se poser aujourd'hui une question sur ce qui se passe en France. Les manifestants, les ONG sont traduits en justice, les rédactions sont perquisitionnées, les procès contre des journalistes indépendants ayant publié des informations qui nuisent au pouvoir sont de plus en plus nombreux. Les perquisitions et les procès des mouvements politiques d'opposition également. Oui, la question se pose, que se passe-t-il donc en France? Pourtant, à regarder ce qui se passe partout sur la planète, en commençant par l'Amérique latine, nous voyons vite que ce qui se passe en France aujourd'hui participe d'un mouvement beaucoup plus global. Partout dans le monde, les forces progressistes sont attaquées. Elles sont attaquées par les forces ultralibérales. Et pour décrédibiliser les forces progressistes, on utilise la justice et les médias pour créer un choc dans l'opinion publique et les mettre hors jeu politiquement. Et c'est ce qu'on appelle le lawfare. Ce concept qui a été utilisé pour la première fois dans un article publié en 2001 par un militaire américain, Charles Dunlap, pour dénoncer la manipulation du droit international dans des contextes de guerre. Le concept de lawfare s'est progressivement élargi pour décrire la judiciarisation de la vie politique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et le lawfare, en réalité, c'est le détournement de l'usage des armes juridiques à des fins de persécution politique, d'intimidation et de destruction des oppositions. L'objectif, en réalité, est double. Il s'agit d'une part de diaboliser, de disqualifier les dirigeants progressistes pour que jamais ils n'accèdent ou ne reviennent au pouvoir. Et c'est d'autre part assurer l'instauration totale et définitive du modèle néolibéral. En ce sens, le lawfare est devenu l'arme des puissances ultralibérales contre toute forme d'opposition politique, militante ou populaire. Responsables politiques, ONG, militants, manifestants, journalistes, tous sont aujourd'hui les cibles potentielles de nouvelles formes de procès ou d'intervention de la justice dans le but d'intimider, de décrédibiliser et d'empêcher la contestation du pouvoir néolibéral et du libre-échangisme mondial. En ce sens, je dis que le néolibéralisme est devenu un nouvel autoritarisme. Rafael Correa, Cristina Kirchner, Lula, Dilma Rousseff sont autant de noms victimes de ces nouveaux coups d'État 2.0 où le juridique et le médiatique remplacent aujourd'hui la vieille dimension militaire. En Europe même, Pablo Iglesias, notre ami de Podemos, leader de Podemos en Espagne, et Jean-Luc Mélenchon en France, le dirigeant de la France insoumise, à qui j'adresse une pensée très chaleureuse, pour ce qu'il représente comme menace pour l'ordre libéral et néolibéral, et pour ce qu'il représente comme brèche ouverte en ont été victimes. Et afin de faire taire aujourd'hui ces voies d'opposition, ces voies alternatives, ces possibilités alternatives d'accéder au pouvoir, alors on emprisonne. Afin de décrédibiliser, on assigne un procès à l'opposition pour détournement de fonds, corruption
ou autre agissement supposément illégal et créer un choc dans l'opinion publique. Dans cette entreprise pensée pour tuer politiquement, les médias jouent un rôle qui est essentiel, un rôle qui est complice. Ils reprennent les éléments de l'accusation, ils distillent des fausses informations, ils séquencent des pseudo-révélations et se deviennent des auxiliaires de la police et du pouvoir judiciaire. Les médias et le pouvoir judiciaire sont donc en réalité les colonnes vertébrales du lawfare. D'abord, un délit supposé filtre dans la presse et commence alors, et vous l'avez tous vu, commence alors un matraquage médiatique et une avalanche de fausses nouvelles et de nouveaux soupçons qui impliquent l'ennemi politique qu'il convient de tuer politiquement. Et ce bombardement médiatique crée évidemment un climat dans l'opinion, il génère des doutes et fait naître une présomption de faute, une présomption de culpabilité. Et la conviction que la justice agit en toute équité, car en réalité, il en va, vous le savez, tout autrement. Pendant ce temps, le pouvoir en place, lui, n'est inquiété de rien. Et les enquêtes sont soit inexistantes, soit immédiatement étouffées ou balayées d'un revers de main par la justice et la justice elle-même. On n'enquête donc plus sur le pouvoir en place, mais on poursuit l'opposition responsable de tous les maux et de tous les désordres. Voilà donc les ressorts de cette nouvelle guerre juridico-politique. Il faut, pour eux, attaquer la moralité des forces progressistes qui se battent pour l'égalité de tous, qui se battent pour l'égalité des droits et qui se battent pour l'état de droit, pour qu'elles apparaissent médiatiquement comme des forces corrompues et forcément moins bien intentionnées que les élites libérales qui veulent inscrire le néolibéralisme comme fin de l'histoire. Je conclurai, avant de laisser la parole à nos éminents invités, qui par leurs témoignages et leur expérience respective du lawfare dans leur pays vont apporter un éclairage très concret, mais je terminerai en citant un professeur de Harvard, un anthropologue, John Komaroff, qui dit ceci: « La violence de la loi a aujourd'hui remplacé la violence des armes. Maintenant, avec ces processus judiciaires, la dignité des personnes et des responsables politiques est attaquée. Elle est gommée dans le but de les faire disparaître politiquement. » Le meilleur moyen, je crois, de ne pas laisser faire et de décoder ces mécanismes, d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les consciences sur ces pratiques et de ne pas être dupes, et c'est ce à quoi nous nous employons cet après-midi. Et puis aussi, nous avons un devoir de solidarité avec tous nos amis en Afrique, en Europe, nos amis de Russie, en Amérique latine, qui ont eu affaire à ces processus, et je les remercie vivement de leur présence parmi nous. Merci, et je laisse la parole à Florence pour les présenter les uns et les unes après les autres. Merci encore. Merci Younous. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Florence Poznanski, je suis membre de l'équipe internationale. Et avec Younous, nous avons l'honneur de vous faire participer à ce moment d'intense internationalisme. Puisque, comme l'a dit Younous, c'est en percevant et en se rendant compte des persécutions que des camarades vivent, parfois très loin de chez nous, qu'on perçoit aussi l'enjeu révolutionnaire qui est le nôtre à chaque instant. Et donc, nous avons ce soir 3 invités internationaux et un invité français que vous connaissez.
Nous allons donc passer par ces différents pays et écouter leurs expériences et avec eux comprendre ce que signifie le lawfare et comment nous devons le combattre. Nous commencerons donc à écouter Biram Da Abeid, qui nous vient de Mauritanie. Biram est un homme politique mauritanien, pratiquement un des principaux opposants, chef de file actuellement. Il dirige une organisation abolitionniste et il a été déjà nommé et décoré de différents prix internationaux des droits humains. Malheureusement, il a aussi été arrêté à plusieurs reprises, mais il est député actuellement depuis 2018 et a été candidat aux élections présidentielles récemment, jusqu'à l'année dernière, enfin, candidat l'année dernière. Nous aurons ensuite la chance de pouvoir entendre Alexei Sakhnin, qui nous vient de Russie. Il est le représentant du Front de gauche de Russie, qui est une force politique de gauche qui réunit différents partis. Il est membre du comité exécutif national et s'occupe des relations internationales. Alexis a aussi passé 6 années en exil. Il est revenu récemment. 6 années où il a également le chef principal du Front de gauche, Sergueï Oudalstov, a également été emprisonné de 2013 à 2017. Ça a été un moment compliqué pour le Front de gauche et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon s'est manifesté à plusieurs reprises ainsi que beaucoup d'organisations internationales pour dénoncer son incarcération. Nous irons ensuite vers le Brésil avec Rubens Casara, qui est un juge brésilien en exil également en France depuis quelques mois. C'est également le mari d'une femme politique qui a été candidate aux élections régionales au Brésil, elle-même exilée en France. Rubens est membre d'une association de juristes pour la démocratie au Brésil qui s'applique à dénoncer le lawfare et depuis la France, il s'applique à théoriser l'ensemble de ces mécanismes. Et enfin, je ne me présente pas, Manuel Bompard, député européen que vous connaissez, nous parlera de notre situation en France et nous aidera aussi à synthétiser l'ensemble de ces enjeux pour nous à la France insoumise. Et sans tarder, je passe la parole à Biram pour 10 minutes nous expliquer la situation. Et je vous remercie. Je remercie la France insoumise, ses députés et son dirigeant, Jean-Luc Mélenchon, qui m'ont soutenu lorsque j'étais en prison durant l'année 2018, un emprisonnement qui symbolise d'ailleurs le diagnostic qui a été fait tout à l'heure par mon collègue Omar J sur l'instrumentalisation de la justice pour réprimer les forces populaires, pour réprimer la demande en justice, la demande en démocratie, la demande en équité. J'étais en prison à la veille des élections législatives parce que les autorités mauritaniennes, le pouvoir en place, n'a pas eu le moyen ou a manqué de justesse le moyen d'empêcher ma candidature, de l'interdire. Donc, une manière de m'empêcher de me faire élire comme député, c'est de chercher un alibi en instrumentalisant la justice, en me jetant en prison. Mais la force de l'engagement des populations qui m'ont élu déjà à 2 reprises, en 2014 et en 2019, comme chef de file de l'opposition, c'est-à-dire comme le candidat qui a obtenu le meilleur score après le candidat du pouvoir au cours des élections présidentielles. Ces populations ont tenu
à me faire élire à l'Assemblée, bien que j'étais en prison. La situation qui a été décrite par mon collègue tout à l'heure, elle est bien globale. Et les forces mondiales du Nord comme du Sud, donc de chez nous comme de chez vous, les forces de l'obstruction du droit des peuples, les forces qui veulent empêcher une véritable démocratie, de véritables droits, ces forces sont unies au-delà des frontières, au-delà des continents. L'expérience mauritanienne vous renseigne sur cette situation. Après plus d'une décennie de combats politiques et de droits de l'homme, moi-même et mes collègues en Mauritanie sommes interdits de parti. Notre parti est interdit. Notre ONG est interdite. Et malgré l'impact de notre militantisme, nous sommes toujours tenus par les juges debout, le parquet, comme les juges assis, les tribunaux, comme des hors-la-loi. Et ceci relève d'une consigne du pouvoir. Les consignes du pouvoir en place aux juges debout comme aux juges assis rend compte de cette identification de la justice comme instrument de règlement de compte dans les rapports politiques entre le pouvoir et les oppositions, entre le peuple et le pouvoir qui l'opprime économiquement, politiquement, socialement. La dernière situation que la Mauritanie a vécue, ce sont les élections présidentielles de 2019. Le 22 juin passé, toute la campagne que nous avons menée et qui a été largement suivie sur le plan national et international a prouvé que nous devançons de très loin le candidat du pouvoir en place qui a tissé au détriment du peuple des liens très forts, des liens de soutien avec la diplomatie franco-européenne, hispano-européenne, ces diplomaties ont échangé les valeurs des droits de l'homme sur lesquelles est bâtie l'Europe et surtout les valeurs des droits de l'homme pour lesquelles le peuple français s'est sacrifié depuis des siècles, qui se sont traduits par des révolutions qui ne s'adressent pas seulement au peuple français, mais à l'humanité tout entière, les révolutions du peuple français, qui ont servi l'humanité entière, mais pas la France. Ces valeurs ont été supplantées par des contre-valeurs mercantilistes et affairistes, avec les potentats qui dirigent nos pays
une direction qui en dit long sur leur cupidité, sur l'arbitraire qu'ils utilisent, sur le vol systématique de nos richesses, sur la division de nos peuples et la confiscation des libertés, de la démocratie, des droits et de l'espoir de nos peuples. Le 22 juin, lorsque le pouvoir en place a compris que le comptage des voix fait par la CENI, malgré la fraude qui a été enclenchée de 7 heures le matin jusqu'à 7 heures le soir, que malgré tout que nous allons aller en deuxième tour, moi-même et le candidat du pouvoir, ce candidat du pouvoir et son mentor, qui est encore un allié des pouvoirs européens, ils se sont autoproclamés gagnants, faisant fi de la CENI et du comptage de la CENI, alors que 20% des voix ne sont pas encore décomptées, dépouillées. C'est un coup d'État électoral que nous avons dénoncé. Mais curieusement, la France et l'Espagne reconnaissent ce candidat qui s'est autoproclamé comme étant nouveau chef d'État, alors que le Conseil constitutionnel mauritanien, qui est l'instance juridique supérieure et qui tranche et qui est la seule habilité à se prononcer sur les élections, ne s'est pas encore prononcé. Ça en dit long sur l'empressement, sur la complicité. Nous avons constaté que la diplomatie française devient une diplomatie de plus en plus intégrée à la diplomatie locale, à la politique locale des dictateurs de chez nous. Parce que lorsque j'étais en prison, emprisonné pour des prétextes fallacieux, uniquement dans le cadre d'un règlement de compte politique, le ministre des Affaires étrangères de la France, Le Drian, m'a assimilé à des criminels de droit commun. Ici, à l'Assemblée nationale française, lorsque les députés de la France insoumise ont interpellé ce ministre sur la situation qui prévoit en Mauritanie et l'emprisonnement des défenseurs des droits de l'homme et des opposants politiques. Tout ce que j'ai dit, c'est que je tire la même conclusion que mon collègue, qu'il est temps que les forces de progrès, les forces de justice, les forces anti-mercantilistes, anti-affairistes de par le monde se ressaisissent pour mener un combat global, transcontinental et transnational contre le grand complot à travers la justice qui vise à faire le champ libre au mercantilisme affairiste qui écrase les peuples du monde. Et je vous remercie. Merci Biram. On aura l'occasion d'en changer un petit peu vers la suite du débat. On va passer la parole à Alexei et en profiter pour remercier Kevin Versin qui se charge de la traduction de l'anglais au français. Bonjour, comrades. Unfortunately, I will speak in a bit English, but hopefully with a good French translation. It's a very important subject for me personally because it came to my personal life. The most part of last 6 years, I had to live in exile. I got political asylum in Sweden as a member of the democratic movement suppressed by Russian authorities. Alors, c'est un...
Alors c'est un sujet qui est très important pour moi personnellement, puisque j'ai passé les 6 dernières années en exil en Suède, où j'ai obtenu l'asile politique suite à la répression qui a eu lieu en Russie du grand mouvement démocratique auquel je participais. Du coup, il y a 7 ans, avait lieu pour la première fois depuis 15 ans, où il y avait une grande stabilité en Russie, une immense mobilisation, avec énormément de manifestations, de prises de parole, quelque chose qu'en France, on peut penser être habitué, mais qui en Russie apparaissait comme une grande nouveauté. Et du coup, à ce moment-là, on pensait vraiment pouvoir gagner. Du coup, nous n'avions oublié qu'une seule chose, c'était la justice, puisque le pouvoir a tout de suite utilisé la justice à l'époque en 2012, où il y a eu une répression policière monstrueuse contre la manifestation, quelque chose auquel en France, après les Gilets jaunes, on est habitué, mais qui aussi à l'époque en Russie avait été un choc de découvrir la violence de la répression. Du coup, la manifestation a lieu dans un square qui s'appelait le square Bolotna, qui a donné son nom à l'affaire Bolotna, qui est la plus grande affaire de persécution judiciaire qu'a connue la Russie au cours de ces dernières années et qui visait du coup les dirigeants de cette grande mobilisation qui a eu lieu il y a 7 ans. Du coup, évidemment, ça n'a rien à voir avec la répression qu'il y avait à l'époque stalinienne. Il s'agissait de 36 personnes qui ont été poursuivies, sachant que ces 36 personnes étaient toutes issues du mouvement de gauche que représente Alexei et de ses alliés de différentes forces de gauche qui étaient impliquées dans la mobilisation. Du coup, ces 36 personnes qui ont été emprisonnées, ça a été suffisant pour quasiment détruire l'organisation assez fragile qui était au centre de ces mobilisations. Et en même temps qu'il y avait les poursuites, il y a eu toute une propagande hystérique du pouvoir, accusant Alexei et ses camarades de ne pas être honnêtes, de ne pas être de vrais socialistes, mais au contraire d'être vendus à des puissances étrangères, à la Géorgie, à la Lituanie, d'être financés par la CIA pour vendre la Russie à l'étranger. Oui, donc du coup ça a été un choc pour Alexei de découvrir la justice d'aussi près, puisqu'il avait 2 agents des services secrets qui le suivaient en permanence, qui regardaient tous ses SMS, qui écoutaient probablement toutes ses conversations téléphoniques. Ça a été la même chose pour ses camarades qui ont été emprisonnés et qui ont été poursuivis. Et alors Alexei, lui, a pu du coup choisir de partir dans une véritable démocratie et de partir en Suède où il a demandé et obtenu l'asile politique. Alors au tout début de son séjour en Suède, Alexei avait trouvé que c'était formidable, qu'il pouvait bien s'exprimer, il était bien reçu dans les médias suédois, bien reçu au Parlement suédois, il avait beaucoup de possibilités de parler, mais ça n'a duré qu'1 an, puisque dès le moment où il a émis ne serait-ce qu'un article critique sur la situation qui se déroulait en Ukraine, là le ton a changé et Alexei a été dépeint comme étant un agent du Kremlin, comme quelqu'un travaillant pour faire la propagande du Kremlin. Du coup, Alexei tient à remercier la France Insoumise ainsi que d'autres mouvements politiques progressistes en Allemagne et partout ailleurs en Europe qui ont exprimé leur solidarité, c'était très important. Sachant, cela étant, que toute cette propagande qu'il a subie en Suède disant qu'il était un agent du Kremlin a détruit quand même beaucoup de bases de solidarité et ce qui fait qu'il a ressenti également l'injustice ici en Europe. Donc du coup, les poursuites contre Alexei en Russie, il y a eu prescription il y a 3 mois, donc ce qui fait qu'Alexei a pu rentrer en Russie. Et là, en arrivant en Russie, il a eu une impression de déjà-vu, puisqu'il y a quelques mois seulement, il y avait de grandes manifestations en Russie qui lui ont rappelé sa propre manifestation qu'il a connue il y a quelques années, puisque c'était les mêmes slogans, les mêmes rues où se déroulait la manifestation. Mais, en dépit de cela, il y avait une grande différence. La différence, c'est qu'au lieu d'une grande coalition démocratique comme il y a 7 ans, c'est un groupe de populistes libéraux, pour ainsi dire, qui se sont arrogés le monopole de la contestation. Alors du coup, il y a un paradoxe assez impressionnant, c'est que les valeurs et les demandes de gauche n'ont jamais été aussi populaires en Russie. La mémoire de ce qu'il pouvait y avoir de positif socialement de l'Union soviétique n'a jamais été aussi haut. Il n'y a jamais autant de groupes de gauche, de groupes critiques, marxistes qui se sont créés en Russie qu'au cours des derniers mois, et pourtant les forces de gauche progressistes n'ont jamais été aussi faibles. Et ça, c'est évidemment le résultat de 6 ans de poursuites judiciaires, de 6 ans de diffamation dans les médias, de 6 ans de diffamation par la propagande. Et Alexei tient à rappeler que les libéraux, qui faisaient partie de la manifestation aussi il y a 7 ans, sont responsables de ça parce qu'ils se sont complètement désolidarisés. Ils ont laissé les dirigeants des forces de gauche qui étaient impliqués, tous se faire persécuter sans bouger le petit doigt. Donc, du coup, durant tout le temps où il y a eu des procès, notamment contre Sergueï Muravtsov, les libéraux populistes comme Alexandre Novotny, qui sont assez connus ici en Occident,
comme disait tout à l'heure Alexei, n'ont rien fait pour se mobiliser. Au contraire, ils ont participé justement à crédibiliser toutes les accusations du fait qu'ils étaient des agents de l'étranger, des agents qui combattaient la Russie, et du coup, eux allaient faire des témoignages qui n'affectaient en rien leur vie, mais qui par contre laissaient Alexei et ses camarades seuls face à la justice russe. Oui, du coup, Florence demandait à Alexei juste avant le début de la conférence en quel point les libéraux étaient aussi affectés par la répression, par la violence. Et du coup, en un sens, oui, ils le sont, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que pour eux, il y a quelques règles, alors que pour Alexei et ses camarades, il n'y en a aucune. Et ça tient à une raison toute simple, c'est que les libéraux russes ne représentent pas une tradition politique, une famille politique, mais sont directement membres de la classe dirigeante russe. Oui, du coup, on a l'impression que certaines condamnations sont juste là pour faire de la communication. C'est-à-dire que, par exemple, un camarade d'Alexei a été condamné à plusieurs années de prison, interdiction de quitter Moscou, assigné à résidence, alors que dans le même temps, Alexandre Novotny est condamné à quelques mois de prison, mais est libéré dès le lendemain. Donc on voit bien la différence de traitement. Du coup, il y a quelque chose qui peut nous paraître paradoxal ici, c'est que la Russie est un pays à gauche. Pas à gauche dans le sens parti communiste, mais gauche dans le sens que 80% de la population russe serait d'accord pour une social-démocratie de gauche, et que 90% de la population russe a de bons souvenirs de ce que pouvait avoir de bien le système soviétique. Du coup, c'est pour cela que le pouvoir en place en Russie a, tout au long des dernières années, toujours ciblé la partie gauche de la sphère politique pour éviter qu'il y ait un réel mouvement qui puisse prendre racine et devenir un challenger du pouvoir. Au contraire, le pouvoir russe s'est toujours enfermé dans un partenariat d'opposition de confort avec les libéraux, parce que les libéraux en Russie n'ont aucune perspective démocratique. Dans ce double partenariat, le pouvoir présente les libéraux comme étant l'opposition officielle, l'opposition publique, tandis que les libéraux jouent le rôle de dire que tout mouvement social qui réussirait serait une forme de revanchisme soviétique ou mènerait à quelque chose d'absolument terrible. Et du coup, en 2012, lorsqu'il y a eu les grandes mobilisations, les libéraux ont préféré jouer le jeu de préserver leur rente électorale, leur situation de confort, plutôt que de faire fonctionner cette grande mobilisation qui a eu lieu à l'époque. La situation en Russie ressemble beaucoup à la situation en Ukraine avant Maïdan, à savoir une opposition entre deux partis de l'oligarchie corrompue, d'un côté les libéraux, de l'autre ces forces nationalistes, et du coup, cette situation qui se crée en Russie va déboucher sur une crise politique, une crise sociale, et qui peut être résolue éventuellement dans le même sens que ce qui s'est passé en Ukraine. Et comme le dit Alexei, on est en présence de deux forces maléfiques qui s'affrontent et pas d'un débouché positif. And repressive justice was, together with propaganda, was a main tool of that tragical transformation. Merci beaucoup that you listen my piece about justice. Donc du coup, cette polarisation de la société russe, cet issue qui est en train d'arriver, a été possible grâce à la propagande et à la justice répressive. Donc les deux piliers dont parlait Younous Omarjee. Je vous remercie tous pour votre attention et votre invitation. Merci Alexei et merci Kevin pour la brillante traduction. Oui. Et on traverse le Pacifique pour arriver en Amérique latine et s'occuper de Lula avec Rubens. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à France Miss pour l'invitation à parler. Mais mon français est un acte de torture. Donc, je vais lire un petit test très rapide que j'ai écrit. Qui ont en commun l'arrestation de l'ancien président Lula da Silva au Brésil et du militant australien Julian Assange. Quel est le lien entre la destitution de Fernando Lugo au Paraguay et Dilma Rousseff au Brésil? Quelles leçons peut-on tirer des procédures engagées contre Birhan Abbe, Cristina Kirchner en Argentine, Rafael Correa au Équateur, José Sócrates au Portugal, Pablo Iglesias en Espagne et Jean-Luc Mélenchon en France. En bref, cela pourrait s'expliquer par le fait que le système judiciaire
est devenu un espace important de lutte politique. Mais pas uniquement. Les persécutions montrent clairement que les droits et la loi peuvent être utilisés comme armes de guerre contre les ennemis politiques. Et les ennemis politiques sont nous. L'État démocratique des droits se caractérise par l'existence de règles établies pour tout pouvoir, autorité judiciaire comprise. Néanmoins, au Brésil, afin de pouvoir condamner l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva et afin d'éliminer l'option principale du camp progressiste à l'élection présidentielle brésilienne en 2018, y compris de la scène politique à venir, certains membres du pouvoir judiciaire brésilien ont violé les limites de la justice, de la épistémologie et de l'éthique. Il s'agit d'un cas exemplaire d'action étatique ne respecte pas le cadre de la légalité démocratique. Il s'agit aussi d'un cas exemplaire de l'affaire. Contre Lula, la loi a été déformée pour être utilisée comme arme de guerre. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. La rationalité néolibérale fait de la structure judiciaire un espace de ratification des attentes du marché et de contrôle des indésisables. Et les ennemis politiques sont indésisables. Grâce à la structure judiciaire, il est possible d'éliminer les concurrents politiques, de renforcer la idéologie, d'instrumentaliser la presse, de propager de fausses nouvelles, de détruire des réputations, de réécrire l'histoire, etc. Les phénomènes de violation de la stricte légalité au Brésil ne sont pas rares, au détriment de ceux qui, au lieu de pouvoir économique et de pouvoir politique, sont indésirables. Et plus précisément, les pauvres et les ennemis politiques. Ce qui caractérise toutefois les cas de Lula, c'est l'accumulation d'actes atypiques et de flagrantes illégalités commis par des agents de l'État avec une intention persécutrice. Dès le début de la procédure pénale engagée contre l'ex-président, il était possible de voir qu'il y avait des signaux clairs de violation de l'impartialité judiciaire. Impartialité, par définition, est synonyme d'aliénabilité, c'est-à-dire que les juges ne peuvent pas avoir d'intérêt personnel ayant un rapport avec l'issue du procès, pas plus qu'ils ne peuvent agir pour tirer un profit politique, médiatique, financier ou social de l'affaire mise en jugement. Or, Sérgio Moro, auteur de la sentence condamnant Lula, a retiré un profit politique, médiatique et social de la cause qu'il a jugée. Devenu héros des groupes économiques contrôlant les majorités des moyens de communication de masse brésiliens, Sérgio Moro a été l'invité d'événements sociaux en raison de son rôle de juge dans l'affaire Lula. Apparaissait aux côtés des adversaires politiques de Lula da Silva, comme Aécio Neves, accusé de corruption, et devenant le ministre de la Justice dans le gouvernement de Jair Bolsonaro, bénéficiaire politique principal de la condamnation de Lula da Silva. Les exemples concrets et bien identifiés sont nombreux, montrant que le juge Sérgio Moro a violé la impartialité exigée d'un juge dans un système judiciaire démocratique. À plusieurs reprises, antérieures et postérieures à la condamnation de Lula, Sérgio Moro a clairement annoncé dans des déclarations publiques
qu'il s'opposait au projet politique incarné par Lécouzé. La récente révélation des échanges entre le juge Moreau et les membres des ministères publics fédéraux, échanges dans lesquels les juges guidaient l'accusation, donnent des conseils et influencient les stratégies du parquet, ne fait que confirmer que le procès de Lula da Silva n'était qu'un simulacre. La série de reportages réalisée por Glenn Greenwald révèle des conversations et des accords passés entre procureurs et juges brésiliens violant les valeurs républicaines et démocratiques, établit que plusieurs membres du pouvoir judiciaire ont participé à un projet antidémocratique et confirme ainsi le caractère illégitime du procès de l'ancien président Lula da Silva. Le juge Sérgio Moro a une conduite définie par la loi brésilienne comme un crime contre l'accusé Lula. Moro a fourni à la presse l'enregistrement d'une communication téléphonique privée entre les anciens présidents Lula da Silva et Dilma Rousseff. Il est évident qu'il y a partialité objectivement constatée, mais il y a plus. D'autres prises de position de ex-juge Sérgio Moro révèlent clairement que l'impartialité a été violée dans l'affaire Lula. Pendant ce conge, l'ex-juge a pris des mesures concrètes afin de faire prévaloir ses desiderata pour maintenir l'ex-président en prison, allant ainsi à l'encontre de la décision d'un autre magistrat, donc en violation des normes qui permettent de valider l'exercice de la justice. Il fait, d'autre part, souligner que divers juristes indépendants, brésiliens et étrangers, qui ont la possibilité d'analyser l'ensemble des preuves assemblées contre l'ex-président Lula da Silva, ont affirmé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour les condamner. La lecture de la sentence de l'ex-juiz Moro, notamment, permet d'identifier l'utilisation de sophismes, de présomptions, d'un sens commun autoritaire pour justifier la condamnation de l'ex-président. Il montre aussi que Sérgio Moro non seulement a violé les limites épistémologiques nécessaires à la validation d'un fait, mais qu'il a par ailleurs construit une sentence à partir d'une espèce de certitude délirante, typique des paranoïques, manifestée dès le début de la procédure. Moro, l'actuel ministre brésilien de la Justice do président fasciste Bolsonaro, n'a jamais été seul dans son projet. Le nombre de personnes impliquées dans les scandales des intérêts qui ont conduit à l'arrestation de Lula depuis la publication des premiers rapports de Greenwald ont été révélés. Malheureusement, ce qui se passe au Brésil peut se propager dans le reste du monde. L'utilisation de la structure judiciaire pour détruire les ennemis politiques est plus pratique et plus efficace pour les détenteurs de pouvoir politique que les respectent des règles de jeu démocratiques. Les structures judiciaires devraient commencer à être perçues comme un espace privilégié propice à une sorte de guerre hybride dans lequel le relais jadis assuré par les militaires sera dévolu à la structure judiciaire pour attaquer la démocratie. Merci beaucoup. Rubens, Manuel, dernière intervention. Oui.
Bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Bonsoir à toutes et tous. Merci des témoignages des uns et des autres. Je voudrais vous dire, parce qu'en 10 minutes d'intervention, c'est forcément frustrant. Si vous l'avez pas vu, il y a un documentaire qui est sorti il y a pas très longtemps sur Netflix, pour ceux qui ont ça, par Petra Silva, qui est une réalisatrice brésilienne qui décrit très bien le cas assez chimiquement pur du lawfare sur la situation au Brésil, et je vous invite vraiment à la regarder. Ça s'appelle Une démocratie en danger, et c'est assez édifiant. Bien sûr, la France, d'un certain point de vue, elle connaît ces phénomènes plus tardivement que dans d'autres pays, et peut-être avec des intensités qui sont des intensités différentes. Mais ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an dans notre pays montre que, comme souvent d'ailleurs dans l'histoire, ce qui s'est passé notamment en Amérique du Sud souvent précède les phénomènes politiques qui ensuite arrivent dans notre continent. Quand vous avez un mouvement populaire comme celui des Gilets jaunes, où comme jamais l'utilisation de la police et de la justice a été utilisée à la fois pour salir le mouvement, à la fois pour faire peur, à la fois pour combiner avec l'outil médiatique, pouvoir dire, voyez, c'est un mouvement de violents, vous voyez, c'est un mouvement qui donne lieu à des condamnations qui sont des condamnations exemplaires. Quand vous avez des jeunes qui aujourd'hui dans notre pays vont dans des mairies pour décrocher les portraits du président de la République pour lui dire ce que vous faites en termes de changement et d'urgence climatique n'est pas à la hauteur de la situation, et que quand ces jeunes qui font ça, au lieu qu'on les remercie et qu'on les félicite de se tirer la sonnette d'alarme, on les traduit devant les tribunaux, comme ça a été fait récemment, et comme il y a d'autres procès qui vont avoir lieu encore dans les prochaines semaines, avec d'ailleurs certaines fois des camarades de la France insoumise qui sont dans ce mouvement-là. C'est une utilisation à des fins politiques de la police et de la justice. Quand vous avez l'opération qui a frappé la France insoumise l'année dernière, des perquisitions, au moment où notre force politique était très largement identifiée dans la population comme la première force d'opposition, quand vous avez un dispositif, un déploiement de forces de police et de justice le même jour, sur la base de signalements qui sont faits par des opposants politiques, et avec un 2 poids 2 mesures incontestable entre les faits qui peuvent nous être reprochés et les faits qui peuvent être reprochés à d'autres forces politiques, quand vous avez un tel déploiement de force, alors oui, il y a une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ces cas-là, tous les cas qui ont été présentés, si on les regarde comme ça, ils peuvent apparaître comme des cas individuels spécifiques. Et je pense que c'est important de dire, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette conférence, que tout ça, c'est pas des cas isolés qu'on a pris les uns après les autres. Que tout ça, ça dessine un tableau d'ensemble. Et ce tableau d'ensemble, c'est comment, aujourd'hui, les oligarchies, dans nos pays respectifs, parce que le peuple se met en mouvement, comment elles sont prêtes à utiliser d'autres formes que les formes du respect de la démocratie pour garder le pouvoir ou nous empêcher d'y parvenir. Vous savez, généralement on dit que, souvent on se pose la question, mais comment un système politique comme le capitalisme, qui est un système politique injuste, qui profite à une toute petite minorité de la population au détriment du plus grand nombre, qui nous envoie dans le mur en termes d'urgence écologique et climatique, comment ça se fait qu'un tel système politique soit encore là aujourd'hui? Et ça, c'est tous les travaux sur la domination culturelle, et on dit, traditionnellement, le capitalisme, il s'appuie pas uniquement sur la force coercitive, il s'appuie aussi sur des formes de domination culturelle, et donc il infiltre nos codes culturels, il infiltre un appareil médiatique, pas seulement parce que les médias appartiennent à quelques propriétaires et à quelques grands capitalistes qui diffusent un message politique particulier, mais aussi parce que la force de ce système, c'est à quel point il a réussi à intégrer notre système culturel, les séries qu'on regarde à la télévision, la musique qu'on écoute, pour petit à petit montrer que finalement c'est le seul système possible et que toutes les formes de contestation sont irréalistes, et en tout cas sortent de nos habitudes. Et ça, c'est le mode de domination du système capitaliste et des oligarchies en temps normal. Et moi, l'analyse que je fais, et je crois qu'elle sera partagée ici, c'est que cette forme de domination-là, ce qu'on peut appeler en quelque sorte le soft power, est contestée aujourd'hui. Que les médias sont extrêmement contestés, que leur crédibilité
est extrêmement remise en cause, que les mouvements populaires se mettent en avant, que le développement des réseaux sociaux, d'Internet, du numérique permet aussi de contourner le contrôle qui était opéré par l'appareil médiatique dominant. Et que donc les formes de domination de ce pouvoir doux sont contestées. Parce que aussi le système capitaliste se retrouve devant une nouvelle impasse et ambiguïté qu'est la question de l'urgence écologique qui fait que tout le monde se rend bien compte qu'il nous amène dans le mur. Et je crois que le lawfare, l'utilisation de la justice, est l'arme des oligarchies dans nos pays respectifs pour maintenir cette domination malgré le fait que culturellement le système n'arrive plus à passer pour le seul système possible et le seul système admissible. Et donc cette question-là, qui est un peu nouvelle, pas mal de personnes que je croisais me disaient mais c'est quoi lawfare, c'est quoi la conférence sur le lawfare? Donc c'est sans doute quelque chose qui n'est pas encore très connu, mais je crois que c'est quelque chose auquel malheureusement on va être confronté beaucoup dans les années qui viennent, parce que ça correspond à l'époque, parce que ça correspond au moment. Je voudrais vous dire, parce que ça va être un élément et un événement de la rentrée, et donc on est obligé d'en parler, que avec 5 autres camarades de la France Insoumise, nous serons en procès le 20 et le 21 septembre, suite aux opérations qui ont eu lieu lors des perquisitions à la France Insoumise. Que là aussi, vous avez un exemple sous les yeux d'un processus dans lequel la justice n'est pas utilisée à notre égard de la même manière que ce qu'elle est utilisée pour des citoyens lambda. On parle, dans ce cas-là, de faits qui sont des faits qui nous sont reprochés, des faits qui sont des faits de rébellion, des faits de rébellion en réunion. Vous savez, c'est ce qu'on reproche en fait souvent à des gens qui, on essaye de les mettre en garde à vue, de leur mettre les menottes, on les interpelle dans la rue et ils se laissent pas faire et ils bousculent, etc. Ça existe souvent, les faits de rébellion ou de rébellion en réunion. Généralement, ça se traite en à peu près une demi-heure. Vous pourrez demander à toutes les personnes qui sont dans le domaine de la justice que vous connaissez, en tête-à-tête avec un procureur qui dit bon ben c'est pas bien d'avoir fait ça, qui vous donne 2 heures de travaux d'intérêt généraux et une petite amende. Ça, c'est le processus normal pour des faits, si on admet que c'est fait, soit, ce que je conteste bien sûr, mais même si on admet que c'est fait, soit des faits avérés, alors voilà normalement comment ça se traite. Quand c'est la France Insoumise, c'est un procès de 2 jours. Vous pouvez faire des recherches dans les archives judiciaires. Quand c'est la dernière fois qu'il y a eu un procès de 2 jours pour des faits de rébellion ou de rébellion en réunion. J'ai demandé à nos avocats de chercher. Ils nous ont dit ah ça a eu lieu une fois parce que c'était des faits de rébellion qui avaient entraîné la mort. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui s'est produit, quel que soit ce qu'on peut penser, des événements qui ont eu lieu au moment de la perquisition, est-ce que vous avez l'impression que ça a conduit à la mort? Voilà. C'est ça la réalité de ce qui va se passer. On parle de 4 parlementaires qui sont en correctionnel. Certains camarades disent mais c'est très difficile de vérifier, on fait des recherches parce que les archives judiciaires sont pas très bien compilées. Certains disent c'est quelque chose d'inédit en France depuis 1940. 4 parlementaires en correctionnel. Sachez, parce que ça va participer du débat, et donc c'est important que chacune et chacun ait les éléments. Sachez que face à ce régime d'exception qui est appliqué à notre égard, on avait la possibilité, si on le souhaitait, en tout cas 4 d'entre nous, d'utiliser notre immunité parlementaire et nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait parce que quand vous êtes dans cette situation, vous vous retrouvez face aux pièges qui vous ont tendus. Soit vous allez devant, au procès, devant la justice. Et donc vous acceptez finalement d'être traité dans une situation où on voit bien que les faits sont tordus pour nous sanctionner. Soit vous utilisez votre immunité, mais si vous utilisez votre immunité, vous perdez dans le front médiatique parce qu'on vous dit, vous voyez, vous voulez pas être traité comme un justiciable comme les autres. Voilà comment ça se produit. Voilà comment ça se passe. Donc nous avons fait le choix, les 3 parlementaires nationaux qui sont dans cette situation, et moi-même en tant que parlementaire européen, de ne pas utiliser notre immunité. Et donc ce procès va avoir lieu et nous allons nous défendre. Et nous allons nous défendre parce qu'il n'est pas normal, et je vous invite à nous aider dans cette tâche. Pour se défendre, il ne faut pas se défendre de notre point de vue en disant est-ce que c'est vrai qu'on a mis le bras sur la main d'un policier ou je ne sais quoi. La question qui est posée est une question politique. Est-ce que, en démocratie, il est normal qu'une force politique, qu'une association, qu'un syndicat, que tout ce qui concourt finalement à la pluralité démocratique, que force d'opposition puisse faire l'objet de perquisitions dans un régime qui est un régime particulier, qui est le régime de ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, c'est-à-dire un régime dans lequel c'est le parquet
donc directement le ministre de la Justice, qui donne les ordres et qui mène l'enquête, et c'est pas des juges d'instruction qui sont indépendants. C'est ça la réalité qui s'est produite. Parce que les images peut-être ont masqué beaucoup de choses, mais la vraie question qui est posée par cette opération de perquisition, c'est celle-là. Est-ce que vous imaginez, dans un régime qui est de plus en plus autoritaire, mais imaginez encore pire, parce que tout le monde nous dit l'extrême droite, imaginez l'extrême droite prenne le pouvoir demain. Elle peut venir comme ça, dans toutes les forces politiques d'opposition, récupérer tous les documents qu'elle veut pour traiter et ensuite les utiliser politiquement. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'il peut y avoir des garanties dans une justice qui fonctionne de manière indépendante? C'est pas seulement nous qui le disons. Vous savez, la Commission, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà dit à plusieurs reprises que le système judiciaire français n'est pas un système judiciaire indépendant, parce que la majorité des cas aujourd'hui sont traités sous la forme d'une enquête préliminaire et pas sous la forme d'une information judiciaire. Il faut que je m'arrête, donc je vais m'arrêter. Donc voilà un des événements qui, c'est pas notre choix, mais de facto va être un événement politique de la rentrée, et on voulait l'intégrer aussi dans cette conférence, même s'il faut mettre chaque chose à sa place, et en faisant ça, on est conscient de la manière avec laquelle, la dureté avec laquelle cette stratégie est utilisée, de manière beaucoup plus importante chez nos amis et partenaires politiques, mais il nous semblait que ça participait de la même logique et ça nous permettait aussi de vous parler de ce procès qui va avoir lieu. Je veux juste terminer, Florence, en 1 minute en vous disant, quand on écoute ces tableaux-là, que ça peut être un peu désespérant, on peut se dire on va jamais y arriver. Moi je voudrais juste vous donner 2 raisons, 2 motifs d'espoir et de mobilisation. Le premier, c'est que si on veut dénoncer ça, il faut des événements comme celui-ci, parce que c'est aussi la solidarité internationale qui permet de répondre aux problèmes et de lutter contre cette forme. Dans la mobilisation des Gilets jaunes, quand vous regardiez le traitement médiatique français et le traitement médiatique international de la mobilisation des jeunes, vous compreniez bien que le contexte, il était assez national et que les formes de solidarité internationale, en réalité, elles allaient nous aider à mener cette bataille. C'est la première raison d'espérer, c'est que ces événements aient lieu et qu'on les multiplie. Et avec Younous au Parlement européen, on a par exemple dans la tête le fait d'organiser une nouvelle initiative sur le lawfare. Et puis la deuxième raison d'espérer, elle est peut-être plus large, mais c'est que si les oligarchies sont obligées de passer à ces méthodes-là, de hard power, de l'utilisation de la police, de la justice, voire de l'armée dans certains pays, c'est bien la preuve que le système politique qu'elles essayent de conserver est un système politique qui est à bout de souffle, que les citoyennes et les citoyens sont en train de s'en rendre compte, qu'il y a une mobilisation populaire importante, qu'à chaque fois que vous avez entendu les témoignages, vous avez entendu c'est parce qu'il y avait une grande manifestation en Russie, et malgré tout, notre camarade a été élu député. C'est bien la preuve que rien ne peut arrêter la mobilisation populaire et citoyenne. Et donc moi, je vois paradoxalement, parce que je pense qu'il faut mieux regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, je regarde ce qu'il y a de positif dans cette situation, c'est que la domination culturelle du système capitaliste ne fonctionne plus, que la prise de conscience est importante dans la population et qu'on va y arriver. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Merci à tous. Alors, on devait terminer à 19h, mais on va s'octroyer les 15 minutes qu'on nous a volées, piquées, en début de session. Et alors, j'invite, comme on va quand même pas avoir énormément de temps, j'invite peut-être 4 ou 5 personnes qui souhaiteraient prendre la parole, se mettre déjà ici à côté pour faciliter un peu le temps, de préférence paritaire, un homme et une femme. Et pendant que vous vous décidez, j'avais moi aussi quelques questions à poser à nos invités pour qu'ils puissent déjà se préparer. Et je pense que ça peut peut-être aussi aider à la compréhension d'autres personnes. À Biram, je voulais poser la question du soutien de la société civile. Vous avez eu la chance donc de terminer votre campagne électorale. Ensuite, vous avez pu concourir à la députation depuis votre prison. Mais j'imagine donc que ça a été un combat politique, une confrontation assez forte. Et quel a été le rôle de la société civile ou des soutiens
pour vous permettre donc de continuer à affronter ce système. Alors, pas tout de suite, juste gardez-le en tête, parce que j'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres. Mais à Alexei, j'aimerais poser la question de l'évolution du processus répressif. Vous avez quitté la Russie à un moment où vous avez tous, dans votre formation politique, vécu une forte répression. Vous revenez maintenant en Russie avec un contexte politique qui est différent, puisque les forces de gauche ont été affaiblies par ce processus et des forces de droite qui sont elles-mêmes un peu persécutées, mais vous l'avez expliqué vous-même qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. Est-ce que vous voyez une évolution? Comment est-ce qu'on tend vers un processus qui s'est évolué, qui est devenu plus pervers dans sa capacité de réprimer, ou est-ce qu'on est finalement dans une même situation? Voilà. Question. Pour Rubens, j'aimerais que on parle un peu des instances internationales de recours. Il existe, pour justement dénoncer ces cas de persécution au plus haut niveau de la société, il existe des cours internationales où on peut recourir, et la défense de Lula y a fait recours. Est-ce que vous jugez que ces instances sont encore légitimes pour pouvoir faire entendre une forme d'injustice et un cri de justice à ce niveau-là, et si oui, comment? Et enfin, pour Manuel, je reprendrai l'appel qu'a lancé Biram au début de son intervention lorsqu'il parle de la nécessité de mener un combat transnational. Tu l'as évoqué en expliquant donc l'importance de ces événements et aussi l'initiative que vous allez porter au Parlement. Mais quel pourrait être le rôle de la France insoumise en lien avec les autres partis pour initier peut-être quelque chose en ce sens, si tu penses que c'est quelque chose que nous sommes en capacité de faire? Et je ne sais pas où sont les personnes qui veulent intervenir. Déjà ici, ok. Un micro ici. Oh. Tiens, regarde, on se déplace. Merci. Avant toute chose, en tant qu'être humain, je voudrais remercier ces hommes qui sont venus témoigner de leur combat, parce que c'est un combat dans lequel leur vie est entièrement remise en cause. Et qu'effectivement, à l'heure actuelle, lorsqu'on a rêvé, en post-68 art, d'une société meilleure, où on pourrait mieux vivre, où on pourrait mieux partager, c'est pas mal quand on a passé la soixantaine de se dire qu'il y a toujours des gens qui se battent et puis qu'il y a peut-être aussi une relève de jeunes qui arrive. En fait, c'est pas tout à fait une question que je voudrais poser. Je voulais répondre à ce qu'a dit Manu concernant cette notion. Est-ce qu'il y a eu mort d'hommes lorsqu'il y a eu effectivement, lors des perquisitions, une révolte face à cette injustice flagrante de Jean-Luc Mélenchon et des gens qui étaient avec lui? En fait, oui, il y a eu une forme de mort d'homme, parce que Jean-Luc Mélenchon y a laissé une partie de sa crédibilité, parce que plein de personnes estiment, elles sont, je dirais, proches de la France insoumise, mais elles estiment que cet homme-là ne sait pas se tenir, qu'il ne sait pas tenir ses nerfs, ce qui est un scandale. Elles estiment aussi que le fait qu'il ait dit « je suis la République » est une forme d'abus égotique, ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'en tant que député, on est la République, et ça faisait partie de la Constitution. Et à l'heure actuelle, je déplore son absence, et en même temps je comprends qu'il ne soit pas là, parce que tout compte fait, il a laissé un espace de liberté pour que d'autres personnes, d'autres responsables de la France insoumise, de jeunes qui sont impliqués, s'expriment et puissent donner peut-être une autre image. Il n'empêche que je déplore vraiment qu'on ait pu instrumentaliser à ce point-là une réaction tout à fait normale à mon sens. Et là, peut-être qu'elle a la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir récupérer ça et pour qu'il puisse continuer effectivement à jouer son rôle, parce qu'il est un des jalons et en même temps un des chaînons importants du fonctionnement de ce parti. Bonjour à toutes et tous. Ma question est, on constate une application d'une méthode semblable et similaire à travers le monde sur ce système du lawfare.
pour qu'une méthode s'applique une même méthode s'applique, c'est que les conditions initiales d'application sont identiques, ou en tout cas sont proches. Est-ce que vous avez, alors je ne sais pas si dans les échanges que vous avez précédemment entre vous, vous avez détecté des similarités, des similarités sur la nomination du pouvoir judiciaire et des représentants du pouvoir judiciaire? Tovarish, hey, here. I have a question. What do you expect from the international community in front of someone so powerful as Putin? How can we help you, in fact, in your fight? Je ne sais pas si tout le monde a compris. La question, c'est qu'est-ce que vous espérez de la communauté? Du coup, en gros, qu'est-ce que tu espères du combat international et qu'est-ce que nous on peut faire pour t'aider dans ce combat-là face à la puissance d'une personne comme Poutine? C'est ça? Ok. Oui, moi je voulais juste dire deux petits trucs. Manu, à la fin, tu as conclu avec les choses qui permettent d'espérer. Je pense que dans les choses qui permettent d'espérer, il y en a plusieurs. Au Mexique, par exemple, quand on y allait, on nous a dit que AMLO avait lui-même subi une procédure de lawfare avant l'élection présidentielle de 2006, si mes souvenirs sont bons, et qu'en fait, ça a capoté assez rapidement, mais ça faisait partie des trucs qui commençaient à lui faire. Et finalement, le truc a capoté, mais vous voyez que quand on commence à subir une procédure de lawfare, ça peut très bien finir. Et c'est d'ailleurs souvent les gens qui sont les plus dangereux pour l'ordre établi qui subissent ces procédures de lawfare. Dans les choses qui permettent d'espérer, il y a aussi le fait que cette question commence à être bien repérée, bien connue, et jusqu'au pape lui-même, qui est pourtant pas quelqu'un qui normalement ne défend pas l'ordre établi, a dénoncé ces procédures de lawfare assez récemment, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis aussi dans les choses qui donnent de l'espoir, il y a le fait que la situation est en train de se retourner au Brésil avec Lula, et justement c'est la question que je voudrais vous poser spécifiquement, c'est est-ce que les médias au Brésil commencent à donner un contre-pied? Enfin, est-ce qu'il commence à y avoir des médias qui changent un peu de pied? Parce que justement, vous en avez parlé aussi, Younous t'en a parlé notamment, mais les médias ont systématiquement dans cette situation-là un rôle très important, un rôle central dans le jeu sur le lawfare. Et en particulier, je te remercie, je sais plus où est passée la caméra, là, je te remercie pour ce que tu as dit, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de gens qui, quand on est des insoumis et tout ça, et donc on nous dit souvent Mélenchon depuis les perquisitions, etc., etc. Et souvent les gens ils disent il est con d'avoir dit ça parce que s'il avait pas dit ça, il aurait été soutenu. Hein, c'est ça. Hein. Souvent on nous dit ça. Sauf que justement, ça veut dire qu'il y a un problème. Non? Ça veut dire que les gens savent qu'il y a un problème. Ça veut dire que il s'accroche sur deux mots qu'il a dit à un moment donné dans un moment effectivement où c'était tendu. Mais au final, les gens reconnaissent bien qu'il y a un problème. Donc tu dis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour retourner la situation? C'est ça, c'est partir de ce problème qui existe, que les gens reconnaissent et qui s'accroche sur deux mots. Et quel est le problème? Pourquoi les gens s'accrochent sur deux mots? Parce qu'à chaque fois, vous avez les médias qui font tourner en boucle le truc, qui est un moment de tension maximale. Et c'est aussi contre ces médias-là qu'il faut lutter. Et je pense que la notion de parti médiatique qu'on avait lancée à un moment donné, sur laquelle on avait été extrêmement critiqué, là, prend tout son sens. Et justement, je voudrais savoir si le parti médiatique, nous on appelle ça le parti médiatique, je voudrais savoir si au Brésil, ce parti est en train de se fracturer ou pas. Merci. On a eu 3 interventions masculines et une féminine. Est-ce qu'on prend une dernière question de femme? Voilà. Il y en a deux, même si... Je pense que si elles sont courtes, on peut prendre les deux. Et puis on termine. Comme ça, on arrive à parité dans les... Donc, tout d'abord, merci à vous tous. Hein. Voilà, on est tous des Jedi, quoi. Voilà. Et la force est avec nous et il faut rien lâcher. Voilà, moi pour ma part, je suis juste militante depuis peu, en fait, depuis avant les élections présidentielles. Et vraiment, je serai reconnaissante toute ma vie pour l'humanité, pour mes enfants, pour nous tous, pour la vie, quoi. De tout ce que vous avez fait.
d'avoir toute cette pédagogie, tout ce par rapport justement au parti médiatique qui est infâme, quoi, qui est et grâce à vous, vous avez démocratisé, vous avez pris le temps tout ce temps que vous donnez, quoi, et vous nous avez rendu accessible. Moi, j'ai connu la France Insoumise grâce aux réseaux sociaux, voilà. Et depuis, après, j'ai connu des vrais gens, voilà. Et j'ai rien lâché. Et aujourd'hui a éclos, en France, le mouvement des Gilets jaunes. Alors moi, par exemple, pour ma part, vous voyez la petite graine qui a semé. Elle a fait semer d'autres petites graines et j'ai rien lâché. Et aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, c'est ce qui va se passer, c'est qu'ils découvrent aussi ça. Enfin, vous voyez la force, voilà, que nous avons tous ensemble. Voilà. Donc ça donne espoir. Il faut rien lâcher. Merci encore. Et pardon, juste, les gens, sans le savoir, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je milite tous les jours, où que je sois, et les gens, ils sont plus ouverts que ce qu'on pense, croyez-moi. Voilà. Merci encore. Je voudrais pas être trop... Bonjour et merci. Je voudrais pas être trop optimiste, moi, pour la situation avec l'OFER, avec tout ce qui se passe. Et je vous demande si justement cette montée d'extrême droite qui arrive dans tous les pays, ça va pas finir par une guerre. Non mais je plaisante pas parce que comme vous voyez les violences qui montent, même si tout on est très optimiste entre nous, là ça va, mais voilà. Merci. Younous, mon co-animateur, est-ce que tu souhaites intervenir aussi? Merci. J'avais plutôt une question à poser, peut-être à notre ami du Brésil. On convient tous que le pouvoir judiciaire est un élément essentiel du lawfare. Et s'agissant des juges, peut-on, puisqu'il y a une présomption au départ d'indépendance des juges, au moins des juges d'instruction, vis-à-vis du pouvoir politique, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de la convergence des intérêts entre les juges, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique? Parce que l'autorité judiciaire se laisse instrumentaliser. Et très souvent, l'autorité judiciaire et les juges partagent peut-être des intérêts de classe, une haine du peuple aussi, et se veut bien laisser instrumentaliser. Donc est-ce que ce sont des aspects que vous constatez également dans les autres pays? Voilà. Sur la situation en France, deux mots. Emmanuel en a parlé. La répression féroce du mouvement des Gilets jaunes, mais l'atteinte surtout des procédures pénales est un élément très important. Parce que il y a ce que nous avons tous vu, la violence policière, mais il y a aussi la violence judiciaire. Et lorsque vous discutez avec les avocats qui sont en charge d'un certain nombre de dossiers, de personnes qui portent plainte contre la police, contre les violences policières, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de procédures, de règles, de procédures pénales sont violées. Les personnes sont jugées dans des conditions qui attentent au droit. Et un dernier aspect dans le lawfare, c'est que souvent le droit est transformé. Quand il n'est pas violé, il est transformé dans des conditions assez rapides pour justement soutenir les objectifs du pouvoir. Merci. On commence par l'inverse, Manuel, et on termine par Biram. Ça vous va? Oui, je vais faire court parce que je pense que ce qui est intéressant, la situation française, vous la connaissez. Je veux juste dire aux camarades sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre situation à nous. C'est vrai, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient que cette opération, elle nous a nui. D'ailleurs, elle était faite pour ça.
Donc elle nous a nuit. La question c'est, moi en tout cas mon point de vue, c'est qu'il faut la politiser. Voilà. Ça sert à rien de faire croire qu'on peut passer à travers. Le procès là, il va avoir lieu. Ce sera un sujet. C'est un sujet. De toute façon, il est là. Il faut la politiser. La politiser, ça veut dire l'élargir. Et ça veut dire pas poser la question de nous, pas nous faire passer juste nous comme des victimes. Poser la question en termes de rapport à la démocratie elle-même. Et est-ce qu'on accepte que ce type de fonctionnement, dans un système démocratique? Parce que sinon, vous donnez l'impression, finalement, on vous renvoie le fait que vous aussi, vous participez d'une bataille politique qui a juste été déplacée sur le terrain judiciaire. Donc vous restez en face à face. Alors que si vous ouvrez et que vous posez la question du respect des règles démocratiques élémentaires, alors vous avez potentiellement des alliés. En tout cas, j'espère, et en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et dernier aspect sur l'extrême droite, est-ce que c'est ce qui va se passer? Moi, j'espère que non, mais tu as raison de poser ce risque, il existe. En tout cas, leur stratégie, elle est clairement c'est un peu ce qu'a dit dans d'autres termes notre camarade russe tout à l'heure, leur stratégie, elle est clairement de nous handicaper, et nous handicaper, c'est permettre à l'extrême droite d'apparaître comme le seul recours, ce qui permet dans un premier temps au pouvoir de conserver le pouvoir parce que l'extrême droite ça fait peur, puis au bout d'un moment l'extrême droite ça fera plus peur, mais alors le capitalisme aura choisi que la démocratie n'est plus capable de garantir ses intérêts et qu'il faut passer à un régime autoritaire. Et à ce moment-là ils le choisiront. Et nous sommes l'opposition populaire de ce point de vue-là, et en nous affaiblissant finalement ils se laissent deux possibilités qui leur conviennent parfaitement. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, et c'est ça qu'il faut combattre. Je vais responder au português, vai traduzir. Bem, primeira questão, tribunais internacionais. De fato, é possível que o Brasil venha a ser condenado por atos que nós estamos aqui caracterizando como lawfare pelos tribunais internacionais. Qual é o problema? Donc, première question sur les tribunaux internationaux. C'est possible, effectivement, que le Brésil soit condamné pour des actes de lawfare. Mais quel est le problème? Primeiro, é procedimento extremamente demorado. D'abord, c'est une procédure extrêmement longue. Segundo, pela jurisprudência brasileira, a condenação tem efeito meramente simbólico. Deuxièmement, par rapport à la jurisprudence brésilienne, cette condamnation, même si elle a lieu, elle aura un effet purement symbolique. O Brasil é signatário de vários tratados que fazem com que ele se submeta aos tribunais internacionais, mas não existem mecanismos de efetivação das decisões. Le Brésil est bien signataire d'un certain nombre de textes qui mettent en œuvre ces condamnations, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun mécanisme qui réellement puisse réaliser une action contraignante. A questão relacionada à influência da mídia nos julgamentos. Sur la question de l'influence des médias dans le jugement. Há alguns anos eu escrevi livro chamado Processo Penal do Espetáculo, a partir do que eu havia verificado do julgamento do chamado Mensalão, processo muito famoso no Brasil, e desses procedimentos que integram a Lava Jato. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le procès du jugement du spectacle, à partir d'une autre affaire de corruption qui a lieu il y a quelques années, qui s'appelait le Mensalão, et j'ai analysé un petit peu les conditions de ce procès. De maneira muito resumida, há uma substituição do primado dos fatos pelo primado de enredo que é construído em grande parte pelos meios de comunicação de massa. Et en fait, si je vous explique ça d'une façon résumée, on voit qu'il y a une substitution entre la primauté des faits, substituée par la primauté de l'histoire qui est racontée principalement par les moyens de communication. O fato, a verdade, perde importância para a hipótese que vem de jornal. Et on voit que les faits, la vérité, perdent de l'importance par rapport aux hypothèses qui viennent des journaux. Por uma questão dos interesses econômicos dos grupos de mídia,
a condenação de determinadas pessoas é importante. Logo, o juiz que atua no sentido de condenar determinadas pessoas é transformado automaticamente em herói no Brasil. Vários juízes querem ser heróis. Et donc, on voit que la condamnation de certaines figures politiques sont importantes pour les groupes médiatiques et en corrélation, certaines figures qui sont les juges, pour ces moyens de communication, deviennent du coup des héros. Et cette figure est construite par les médias. E todos querendo ser heróis, os valores tradicionais da jurisdição democrática desaparecem. Nous voulons tous être des héros. Et dans cette situation, les valeurs démocratiques disparaissent. Eu vou aproveitar esse comentário para fazer link com a última pergunta. Et je vais en profiter de ce commentaire pour connecter à la dernière question. A racionalidade neoliberal provoca mudanças significativas, não só no plano econômico, como também no funcionamento das instituições e na ação dos agentes públicos. La rationalité du néolibéralisme provoque des changements radicaux, autant dans le fonctionnement des institutions et aussi dans l'attitude des agents publics. Em apertada síntese, desaparecem os limites rígidos ao exercício do poder, em especial do poder econômico. On voit que finalement les limites rigides du pouvoir disparaissent, principalement sur la question économique. Há uma identificação, uma aproximação entre poder econômico e poder político. Et on voit que le pouvoir économique et le pouvoir politique se rapprochent toujours plus. E a lógica da concorrência permite o surgimento de animosidades e a criação de uma ideologia do inimigo. Et donc cette logique, elle permet la création d'animosité et du coup de créer aussi des ennemis qui vont pouvoir alimenter ce scénario. C'est typique de la logique concorrenciale. Oui, cette logique, ce processus, c'est donc une logique concurrentielle. O que acontece em relação ao poder judiciário? Respondendo à tua pergunta. Há uma diferença de natureza ontológica entre a lei e a norma criada pelo intérprete. Intérprete. Donc, sur la question du pouvoir judiciaire, Younous, on voit qu'il y a une différence ontologique entre la loi et la norme qui est créée par l'interprète de cette loi. No momento em que o aplicador da lei, que o juiz, aplica essa lei, entra em jogo uma série de preconceitos, de prejuízos, de pré-compreensões, questões de classe, questões de raça, questões de gênero, que vão influenciar na maneira como esse juiz aplica a lei. Inclusive, entra em jogo essa racionalidade neoliberal que é incorporada pelos juízes. Et on voit qu'à partir du moment où l'agent judiciaire est amené à appliquer la loi, entre en jeu une série de préjugés, de discriminations, caractère racial, social, mais aussi issus de la logique néolibérale qui vont influencer la façon dont un juge va prendre cette décision. Hoje, no Brasil, a liberdade e a verdade tornaram-se secundárias no momento da aplicação da lei. Aujourd'hui au Brésil, la vérité et la liberté sont devenues des valeurs secondaires pour appliquer la loi. A liberdade é escancaradamente, explicitamente negociada pelo Ministério Público e os réus. La liberté est finalement d'une façon scandaleusement négociée par les instances judiciaires et les accusés. A ponto de que, para alcançar a liberdade, acusado apresenta uma versão não necessariamente verdadeira, que permite a condenação sem qualquer tipo de prova. Et c'est ainsi, par exemple, que certains accusés sont contraints de présenter une version de la vérité pour obtenir leur liberté plus ou moins vraie, afin de négocier une condamnation en fonction, mais pas forcément sur la base de preuves. Essa informação
que não guarda qualquer relação necessária com o valor verdade, que nós podemos falar aqui também em pós-verdade, é que, por exemplo, serviu de base para a condenação de Lula da Silva. Et c'est ce genre d'affirmations qui ne sont pas basées sur des principes de vérité, et donc on pourrait même appeler de post-vérité, qui ont servi de base à l'accusation de Lula et sa condamnation. Somam-se todas essas questões, os preconceitos, as preconcepções, os ódios de classe, a perda da importância dos valores democráticos, e nós temos a facilidade com que o lawfare se faz presente na realidade de todo mundo. Donc on rassemble l'ensemble de ces facteurs, à la fois les préjugés et aussi ces influences du processus néolibéral et cette flexibilité de la vérité et de la liberté, et on a donc l'ensemble des ingrédients du lawfare. Alexei. Thank you. As far as I recognize, there were 3 questions, and first was what had happened with Russian repressive machine since 2012, and I don't have any good news for you. La première question portait sur les transformations de la répression depuis 2012, quand Alexei, après, est parti en Suède et est revenu cette année, et du coup, il n'a pas de bonnes nouvelles à nous annoncer. The main stuff was that that Bolotnaya case, which I was talking about, became a huge force to make career for the top force bureaucrats of investigative committee and other secret services. So repressive campaign became the source of medals and stars on the shoulders. Du coup, lors de la répression originale dans l'affaire Bolotna, il y avait une récompense des forces qui faisaient la répression, et le fait qu'ils pouvaient s'ajouter des médailles, des rubans, des étoiles à leur grade pour en récompense de ce qu'ils avaient fait. Guys just became generals. So since that, repressions became tool to get power inside the regime, to get influence, to get budget, to get control over financial streams. So they became much more repressions. Du coup, toutes les personnes qui ont été impliquées dans la répression, maintenant, comme dit Alexei, sont générales, ce qui fait que c'est devenu un moyen de promotion interne au fonctionnement du régime russe. C'est-à-dire que plus il y a de répression, plus vous êtes bien placé, plus vous avez accès à des financements, à des facilités. Donc c'est un moyen de promotion interne. Part of that repressions was okay. For example, they imprisoned 2000 Nazis. Just Nazi militants who killed people on the streets, under those control, of course, before. Secret police imprisoned, sentenced to prison term 2,000 Nazi militants who kill people in the streets. Now it's much more nice to walk in the streets. Ah oui, donc du coup, les officiels ont fait arrêter 2000 militants nazis qui avaient assassiné quelqu'un dans la rue. Du coup, c'est beaucoup plus tranquille de se promener dans la rue maintenant. But at the same time, they create few criminal cases against left-wing activists. Network case, they accuse left-wing activists in few regions in creating a huge terrorist organization. Et du coup, parallèlement à ça, sur tous les militants des forces progressistes, des forces de gauche, ils ont multiplié les cas d'accusation partout dans le pays en les accusant de former une vaste organisation terroriste. And they make a practice to imprison just casual people. I don't know, every day 2,000 people write something that policemen are assholes. And one of them would be suddenly imprisoned. The guy who played Pokemons in church could be imprisoned. He stayed calm there and don't touch anybody. He was imprisoned. Du coup, on est dans un système où désormais n'importe qui peut être arrêté sur simple discrétion. Par exemple, quelqu'un qui joue à Pokémon Go dans une église peut être arrêté parce qu'il est subversif pour l'État, ou quelqu'un qui écrit qu'un policier est un SS peut être arrêté aussi tout de suite parce qu'il est une menace pour l'État. But I would say against us it's systematical repressions which led to which mean to paralyze our organizing structure. With liberals it's just sudden hysterical, strange stuff.
Donc, contre les forces progressistes de gauche en Russie, c'est une répression qui est systématique, évidemment, dans l'objectif d'empêcher la constitution des organisations, alors que pour les libéraux, on est sur du flou artistique, on va dire quelque chose de moins dur. Which affect just usual people, probably with liberal ideas in the head, but usual people, they are not leaders or activists, they probably first time on demonstration. And the last case is there were 1,300 people arrested during that protest demonstration in 27th July. And some of them would be accused in a criminal sense. It's very similar on Gillette Jones. Et du coup, la plupart du temps, les gens qui sont arrêtés de cette manière-là sont juste des gens ordinaires. Et par exemple, là, vous avez tous vu l'affaire des plus de 1000 manifestants en Russie qui ont été emprisonnés et du coup qui sont poursuivis pour des charges criminelles. Et Alexei fait le lien avec la répression contre les Gilets jaunes qui est très similaire en France. And here we came to the second question. What was general condition which makes that using of justice for political issues possible? I don't want to look like an old-fashioned Marxist-Leninist here. But why not? Du coup, la réponse porte sur la question qui était sur les conditions dans chaque pays qui permettent l'utilisation de la même méthode. Et du coup, Alexei ne veut pas apparaître pour un marxiste-léniniste classique, mais après tout, pourquoi pas? As it was almost always and everywhere, almost everywhere, state and justice is just a tool in the hands of ruling class. And if you are challenged ruling class, what do you expect? That they would present you cake or what? And why? Just why? And let's say truth. I am not surprised that in Brazil, with its history of military rule, in Mauritania, which I don't know this much, but still, and in Russia, it could happen. What is really strange, that it's going on in France and Sweden. That is very strange. And that affects us very much when all that nice people in yellow vests was beaten. Our television showed just that. And then when French government made a protest declaration against violence in Russian demonstration, it sounds as a joke for me. I was affected not by French police, I was affected by Russian police, but it sounds as a joke. Alors d'abord sur la première partie de la question, il faut quand même se rappeler que l'État et la justice sont l'État et la justice de la classe dominante et que du coup à partir du moment où on la défie, à quoi s'attend-on? Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'on nous offre un cookie? Non, on nous offre de la répression. Après, ce que dit Alexei, c'est que ce qu'il a entendu sur le Brésil, ce qu'il a entendu sur la Mauritanie, même s'il connaît moins bien ce pays, ou ce qu'il a entendu sur la Russie, ça ne le surprend pas. Ce qui le surprend, c'est ce qui se passe en France ou en Suède. Parce que cette répression, ça les affecte terriblement. Parce que par exemple, quand la France fait arrêter en masse des manifestants et réprime brutalement, et après vient critiquer la Russie sur son usage, comme dit Alexei, ça ressemble à une mauvaise blague. Et du coup, ça affaiblit durablement. So that historical exception, which is known as a European democracy, is finished. We are back in, let's say, 19th or beginning of 20th century. Et du coup, l'exception qui faisait qu'une partie de l'Europe était un monde démocratique vient de prendre fin et on est retourné à peu près au début du XXe siècle quand il n'y avait pas de vraie démocratie. Just welcome to the club. And there was a question how people in Europe, as far as I understood, how people in Europe, European left-wing parties and groups could help us in Russia. To be serious, the worst stuff which suppressed the rests of democracy, freedom of speech and so on, is atmosphere of the Greek, of the war. Sorry, sometimes I start to speak Swedish. Oui. Alors du coup, la réponse est sur la question à qu'est-ce que nous, en Europe, nous pouvons faire pour soutenir les gens comme Alexei qui s'opposent au régime de Poutine. Ce qu'il faut d'abord voir, c'est que tout l'instrument de répression qui est mis en place en Russie est justifié par la nécessité de la guerre. My Swedish friend came to Russia 2 years ago, came to a shop and he speaks Russian with a small accent. And like all people in the shop
come and just ask, is it okay what are you doing there in the West? Is it just okay? So that atmosphere, of course, led government to create the patriotic unity around authorities. That conflict with Crimea and Ukraine was the main present to Putin regime, and the aggressive rhetoric of the West, not which is coming to Russian borders, that criminal coup in Ukraine, all that create alibi and indulgence for all form of repressions, propaganda and lie for Russian regime. Du coup, Alexei raconte une anecdote où il avait son ami suédois qui était allé en Russie et qui parle très bien russe, mais avec un léger accent suédois. Et dans le magasin, tout d'un coup, les gens se sont mis à l'alpaguer en lui demandant qu'est-ce que lui, occidental, venait faire ici. Parce que ce que dit Alexei, c'est que la rhétorique très anti-russe de l'Occident, la crise en Ukraine, la situation en Crimée, sont utilisées par le régime de Poutine pour créer un sentiment d'unité patriotique autour du régime, ce qui fait qu'il y a une forme d'indulgence de la population pour le régime, et en même temps, celui-ci s'en sert pour occulter toutes les autres questions. Donc le fait d'être agressif envers la Russie, c'est le meilleur présent qu'on puisse faire à Poutine pour se maintenir en place. So, anti-imperialist struggle and struggle for peace is best what you can do. And then it would be much more complicated for them, for our propaganda, to accuse us in collaboration with West, because that kind of West, nothing shameful for us. Donc du coup, la meilleure chose qu'on puisse faire ici en Europe pour aider les gens comme Alexei en Russie, c'est la lutte anti-impérialiste et le combat pour la paix. Parce que alors là, ce sera beaucoup plus difficile pour le gouvernement de Poutine de se servir de la rhétorique guerrière pour justifier son pouvoir, parce que le fait d'être accusé d'être pro-occidental, si c'est un Occident de paix, eh bien, il n'y a rien de honteux pour Alexei et en se réclamer. Donc voilà. Bon, une fois encore, moi, si je dois m'exprimer de nouveau, c'est par rapport à la question que vous avez posée, madame, concernant les soutiens que nous avons. Oui, la société civile. Nous nous sommes organisés en société civile, nous, à Hira, Mauritanie, pour pallier l'interdiction à l'intérieur. Nous avons impulsé la création de beaucoup de Hira qui ne sont pas en Mauritanie, comme Hira France, Hira Italie, Hira Belgique, Hira USA, Hira Allemagne, Hira Espagne, Hira Hollande, Hira Côte d'Ivoire, Hira Mali. Donc il y a beaucoup de Hira de par le monde qui travaillent dans ces pays pour donner... Oui, Hira, c'est l'initiative pour la résistance du mouvement abolitionniste en Mauritanie. C'est l'organisation que nous avons créée pour lutter contre tous ces phénomènes d'esclavage, de racisme, d'arbitraire, d'intolérance religieuse, d'obscurantisme, mais aussi de destruction de l'écosystème en Mauritanie, de destruction de l'environnement, de déforestation faite de manière avérée par l'homme et sous la culpabilité de l'État, avec la responsabilité de l'État, mais aussi l'obscurantisme religieux, l'intolérance et le recul des libertés. Bon, c'est un mouvement de droits civiques, c'est un mouvement d'idées, mais aussi c'est une ONG des droits de l'homme. Bon, il y a plusieurs IRA de par le monde qui soutiennent IRA mère, qui est IRA Mauritanie, qui est interdite. Bon, la répression qui s'est abattue sur nous les 8 premières années, la société civile du monde, comme les grandes organisations internationales des droits de l'homme, ont beaucoup soutenu notre ONG, nous ont soutenus dans les périodes les plus difficiles, où il y a des gens parmi nous condamnés à mort, accusés d'apostasie, des gens qui sont emprisonnés, torturés, poursuivis, tout genre de poursuites. Il y a aussi des États, comme les États-Unis d'Amérique,
le Canada, la Hollande, l'Allemagne, et un peu la France sous Hollande, et curieusement, sous Hollande, mais curieusement, on a remarqué depuis 2 années que la France devient, avec l'Espagne, le soutien principal au pouvoir quand il est en difficulté face à nous. Lors de mon dernier emprisonnement, pendant les élections législatives, l'État mauritanien était en difficulté, le pouvoir. Il était dénoncé par toutes les ONG internationales des droits de l'homme, mais aussi par des organisations, certaines agences des Nations Unies. Mais c'est ce moment que Le Drian a choisi pour parler, pour soutenir le pouvoir dans sa position contre nous, en nous citant nommément et en nous traitant de criminels. D'ailleurs, c'est quelque chose d'inimaginable, parce que la France, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, a toujours eu une position très diplomatique, une position silencieuse, à l'écart des questions internes de la Mauritanie. Mais c'est avec ce pouvoir-là que la France a ouvertement pris position. Et d'ailleurs, lors de cette expression de Le Drian, la répression a repris de plus belle dans les rues. Et c'est en ce moment que mon épouse et ma fille ont les bras brisés par la police, publiquement, au grand jour. Et ce sont des séances de torture publique filmées. Et l'officier de police qui dirigeait l'opération disait, maintenant vous pouvez les casser, vous pouvez les éliminer, parce que la France est avec nous. Leur ministre a parlé, la France maintenant est avec nous. Bon, ça, ce n'est pas un secret là-bas en Mauritanie. Mais aussi, lorsqu'on a mis le pouvoir en place en difficulté dans les élections, les dernières élections, les élections du 22 juin 2019, ce sont la France et l'Espagne qui est le couple qui dirige l'Europe sur la question de la Mauritanie. Oui, la France s'est empressée de reconnaître l'élection d'un chef d'État, d'un candidat qui est contesté par tous les autres candidats et par les populations dans les rues, alors qu'il y a une répression et alors que l'organe, le Conseil constitutionnel, qui est l'organe habilité à trancher et à parler, à donner les résultats, et qui est l'instance juridique la plus haute en Mauritanie, ne s'est pas encore prononcé. La France et l'Espagne se sont empressés de dire, voilà le chef de l'État, nous le reconnaissons comme chef d'État. Et quelques jours après, moi, j'ai rencontré tous les ambassadeurs des pays occidentaux, dont l'ambassadeur des États-Unis, de la France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Espagne, et l'ambassadeur délégué de l'Union européenne. Je leur ai dit, mais je veux poser une question aux représentants de la France et de l'Espagne. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ne valide pas l'autoproclamation de victoire du candidat du pouvoir, et c'est l'organe juridique supérieur qui en est la responsabilité, que ferait la France et l'Espagne? Est-ce qu'elles vont entrer en conflit avec le Conseil constitutionnel mauritanien pour imposer? Parce qu'ils sont allés très vite. Bon, on pense que ce problème aussi a été la position de l'Espagne et de la France a favorisé de manière définitive et radicale le pouvoir en place contre le peuple mauritanien et contre nous. Bon, ça, ce sont les éléments nouveaux que nous avons. Le militantisme de certains pays comme la France et l'Espagne qui dirigent l'Union européenne sur les questions des pays de l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus forte que le soutien que nous recevons de la communauté internationale des droits de l'homme. Je vous remercie.
Merci Biram, merci à tous. Et sur ces mots de dénonciation forte et aussi d'appel à la résistance, je pense que nous pouvons tous partir en sachant à quel point il est important de continuer à défendre toujours ce qui est juste au nom de la liberté, au nom des droits de l'homme et au nom de la liberté de tous les peuples. Merci à tous.